Bonjour à toutes et tous. Il est 8h32, donc nous vous proposons de commencer cette session. Je m'appelle Bruno Denkiewicz et mes différents associés qui vont intervenir, vous aurez l'occasion de les voir. Donc, tout d'abord, écoutez, surtout on va, au nom du cabinet, commencer par vous souhaiter une très bonne année. Surtout une très bonne santé de façon prioritaire et nous sommes ravis de vous accueillir, pour beaucoup d'entre vous de vous retrouver pour cette nouvelle manifestation du Club des Branches. Nous allons aborder différents sujets. Le sommaire de nos différentes interventions va apparaître avec l'indication de celle de celui qui va intervenir. Nous avons placé cette manifestation sous le thème de l'agenda 2021 et vous pouvez voir que le premier sujet qui sera traité sera celui du dossier de la représentativité patronale compte tenu du calendrier. Avant de commencer nos différentes interventions, qui vont durer pour chacun ou pour chacune de 10 à 15 minutes, donc d'une part, nous vous remercions de bien vouloir désactiver vos micros et caméras pendant toutes les interventions, ce qui veut dire que, puisque là nous sommes partis pour environ 1h30 d'intervention, et bien entendu, pendant ces différentes interventions, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat de la visio et nous ferons en sorte de répondre à vos interrogations à la fin des différentes interventions et nous avons prévu d'aller jusqu'à environ 10h30. Je vais donc maintenant passer la parole à notre associé François Millet, qui va intervenir sur la question de la représentativité patronale compte tenu du calendrier. François ? Bonjour à tous. Alors effectivement, nous avons choisi de vous parler de la représentativité patronale ce matin, sujet qui est particulièrement d'actualité, puisque, comme vous le savez, en 2021, nous procéderons à la deuxième mesure de représentativité dans les branches, côté patronal. Donc nous allons voir très rapidement les différentes modalités pratiques que vous avez déjà dû entreprendre et que vous devrez finaliser avant le 28 février prochain. La représentativité patronale est issue, pour rappel, d'une loi de 2014. Nous avons eu une première mesure en 2017 et il est prévu désormais que tous les 4 ans, les organisations professionnelles patronales se soumettront à une mesure de leur représentativité. Pour rappel, nous avons 7 critères de représentativité qui ont été fixés par le Code du travail. L'ancienneté, bien sûr, de 2 ans minimum, le respect des valeurs républicaines, cela va de soi, la transparence financière, critère important qui a été mis en place pour les organisations qui doivent démontrer que leurs comptes sont certifiés, publiés, notamment, une implantation territoriale équilibrée, une influence, bien entendu, une indépendance, notamment par rapport au pouvoir public, et enfin, le critère qui pose le plus de difficultés en pratique, c'est celui de l'audience, sur lequel nous allons revenir plus en détail. Alors, si on regarde maintenant plus concrètement la préparation du dossier de candidature, nous avons récapitulé dans un tableau les différentes actions qui ont dû être entreprises par vos organisations depuis maintenant un certain délai. Alors le tableau vous fixe à partir de septembre 2020, mais bien entendu vous pouviez démarrer ces modalités antérieurement.
en téléchargeant tout d'abord les formulaires qui sont mis à votre disposition sur le site dédié à la représentativité patronale, pour évidemment vous informer de la procédure dans un premier temps, mais surtout, et c'est là le plus difficile, de recueillir auprès de vos entreprises adhérentes, de vos structures territoriales ou de vos organisations patronales adhérentes, un certain nombre de données qui concernent à la fois C'est lui. Ouais, je viens de t'envoyer. les entreprises. Je viens de t'envoyer. Oui, et du coup, c'est le sujet, c'est. Excuse-moi. Pardon. Merci, s'il vous plaît, de désactiver vos micros et caméras pour simplifier les échanges. Merci. Donc, un formulaire qui, pour l'essentiel, permet l'identification des entreprises adhérentes, qui permet l'identification de leurs effectifs, sur lesquels nous allons revenir. L'ensemble de ces documents doivent ensuite être déposés sur un site dédié sur lequel vous devez vous être enregistré. Vous pouviez le faire depuis le 23 septembre 2020. Et ce site permet également un échange avec le commissaire aux comptes, qui a un rôle particulièrement prépondérant dans la procédure, puisque c'est lui qui va permettre d'attester les données qui seront fournies par vos entreprises adhérentes ou par vos organisations adhérentes qui elles-mêmes fournissent des données sur leurs propres entreprises adhérentes. L'ensemble de ces documents, une fois attestés par les commissaires aux comptes, devront être redéposés par vos organisations sur toujours ce même site dédié, et ce, le 28 février 2021 au plus tard. Donc, a priori, si le processus s'est bien déroulé de votre côté, vous devriez en être à la réception par le commissaire de compte de ces attestations qui vous permettront de mettre en ligne vos formulaires F1 et F2 de façon définitive. Voyons maintenant un petit peu plus en détail les entreprises adhérentes à prendre en considération. Nous avons voulu insister sur ce point qui pose généralement... Ah, c'est mieux. Camille, si on peut revenir sur la présentation. Que je n'ai plus à l'écran. Donc je vous disais, pour reprendre, donc c'est vraiment la théorie du mandat qui prévaut en la matière. Donc une entreprise peut être comptabilisée dès lors qu'elle adhère à une structure territoriale ou à une organisation qui elle-même donne mandat à une organisation de se porter candidate et donc de se prévaloir de ses entreprises adhérentes, premier point. Deuxième point, un établissement en tant que tel peut adhérer à une organisation qui elle-même se porterait candidate, et cet établissement permettra de la prise en considération de la société dans laquelle il se trouve. Mais s'agissant des effectifs, seuls les effectifs employés par cet établissement seront pris en considération. Et enfin, dernier point, lorsque plusieurs entreprises font partie d'un même groupe, eh bien, chacune d'entre elles, si elles adhèrent à une fédération, peuvent être prises en considération. Mais si la société mère du groupe elle-même adhère, elle peut le faire pour le compte de ses filiales, qui, dans ce cas-là, si la prise en compte de ces filiales a été clairement explicitée, eh bien, ces filiales seront prises en compte. Donc, ces quelques précisions sont utiles lorsqu'il s'agit de comptabiliser les entreprises. Autre élément important, les effectifs à prendre en considération. Les effectifs, évidemment, ce sont les salariés qui sont employés au titre d'un contrat de travail par l'entreprise elle-même adhérente, et il faut se reporter à l'année qui précède celle de prise en compte des entreprises adhérentes, et donc il faut se placer au 31 décembre 2018, au cas particulier, pour apprécier le nombre de salariés qui sont employés par les entreprises adhérentes.
Je passe sur les professions libérales, cas un petit peu particulier, mais pour lesquelles, là aussi, des précisions ont été fournies. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette date du 31 décembre 2018 pour la date de prise en compte des effectifs. Une autre précision a été apportée par la DGT, c'est pour les entreprises qui se seraient créées en 2019. On fait une exception dans ce cas-là, puisqu'on pourra prendre exceptionnellement en compte leurs effectifs au 31 décembre 2019 et non pas au 31 décembre 2018, comme c'est la règle. Enfin, un mot sur les cotisations, puisque là aussi c'est un sujet tout à fait d'importance, puisque seules les entreprises qui sont à jour de leur cotisation d'adhésion pourront être prises en compte. Et sur ce point, il faut d'une part que la cotisation soit d'un montant suffisant pour attester de la réalité d'une attestation. Autrement dit, on fait la chasse aux cotisations fictives. Et ce qui permet de démontrer que la cotisation est réelle, c'est tout simplement qu'elle est conforme au barème qui a été fixé par l'organe compétent de l'organisation candidate ou de sa structure territoriale. Il faut ensuite démontrer que l'adhérent, lorsqu'il s'acquitte de sa cotisation, eh bien, il le fait en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il le fait soit auprès de l'organisation qui est candidate, soit il le fait auprès d'une entité, mais en fléchant très clairement sa cotisation vers l'adhésion, vers la fédération qui est candidate. Donc, en clair, il faut que vous puissiez démontrer que vous avez des bulletins de cotisation qui mentionnent clairement le nom de l'organisation bénéficiaire, mais aussi le montant de la cotisation. Et c'est le commissaire aux comptes, comme on va le voir, qui vérifiera que les cotisations ont bien été acquittées. Le principe, c'était que les cotisations, on parle bien des cotisations au titre de 2019, qui devaient être acquittées au plus tard au 31 mars 2020, mais compte tenu de la crise sanitaire, cette date du 31 mars 2020 a été reportée au 31 décembre 2020. Donc concrètement, vous devrez vérifier que vos entreprises ont bien payé leurs cotisations de 2019 au plus tard au 31 décembre 2020. Alors, rapidement sur les formalités de déclaration. Donc, vous l'avez compris, vous avez des CERFA à faire établir et surtout à faire attester par votre commissaire aux comptes qui, lui, regardera les entreprises adhérentes, les effectifs et leur répartition départementale. Donc, en clair, on vous a récapitulé dans un schéma qui suit les différents formulaires à remplir. Donc, dans la diapositive suivante, vous verrez que les organisations qui ont une structure simple n'ont qu'un formulaire à établir, ce qu'on appelle le formulaire F1. Là où ça se complique légèrement, c'est pour les entreprises dites à structure, les organisations dites à structure complexe, c'est-à-dire celles pour lesquelles on se prévaut d'une adhésion indirecte, soit une structure territoriale, soit une autre organisation elle-même adhérente de l'organisation candidate, auquel cas ces structures territoriales et ces organisations devront fournir un formulaire F3 qui permettra d'établir un formulaire F2, et ce sont bien les formulaires F1 et F2 qui seront soumis à l'attestation du commissaire aux comptes. Un mot maintenant sur le commissaire aux comptes, justement. Ces principes d'intervention sont fixés de façon assez claire par les textes. Il ne s'agit pas pour eux, premier point, de rectifier une déclaration qui serait inexacte d'une fédération. Ils se contentent de constater soit des écarts, soit de faire des notes de synthèse. En clair, leur rôle n'est pas d'aider la fédération à fournir des données exactes, mais de constater si, oui ou non, elle a fourni des données exactes, et s'il y a des écarts, eh bien, il doit les préciser. Ces travaux l'amènent plus précisément à regarder évidemment le nombre d'entreprises adhérentes, la réalité du versement des cotisations et puis aussi les effectifs des salariés. Et pour ce faire, ils auront accès
via le portail un certain nombre de données qui leur permettront de faire les rapprochements requis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet élément. Et pour finir, je vous rappelle le calendrier qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, suppose que vous ayez fini cette procédure au 28 février 2021. La clôture des instructions étant prévue au 14 mai, avec une présentation au Haut Conseil du dialogue social dans le courant du mois de juillet, ce qui permettra ensuite la publication des arrêtés de représentativité dans la foulée, probablement aux alentours du mois de septembre. Voilà, je passe maintenant la parole à Mehdi Kossanel Agi pour qu'il vous parle de l'APLD. Bonjour à tous. Effectivement, l'agenda social des branches est forcément impacté en 2021 par l'activité partielle. On connaît tous le contexte sanitaire et économique des branches et en réalité, c'est de l'arme de destruction massive du chômage, en tout cas annoncé comme tel par le gouvernement en début de l'été 2020. À l'époque, souvenez-vous, on avait d'autres espoirs sur les conséquences sanitaires, d'autres espoirs sur la reprise économique et bien évidemment, il s'agit pour le gouvernement de lutter contre la vague de licenciements économiques collectifs annoncés. Premier impact, et d'ailleurs elle est présentée comme telle, l'APLD, activité partielle de longue durée, est présentée comme la mesure de protection de licenciements économiques collectifs. Entre la DARES a publié des chiffres, je crois, il y a quelques semaines, en nous disant qu'entre 2019 et 2020, c'était multiplié par 3 au moins les licenciements économiques. Le nombre de PSE est aux alentours de 700. Bref, le gouvernement, et on le comprend, ne veut pas qu'il y ait de mesures de destruction massive de l'emploi et veut lutter grâce aux partenaires sociaux, parce qu'elle le transmet, entre guillemets, ce joli bébé aux partenaires sociaux, cette négociation d'un accord d'activité partielle de longue durée. On a besoin d'un accord collectif. Alors, je vais évacuer le sujet tout de suite, puisque je le rencontre régulièrement au sein du cabinet Barthélemy comme notre département. Oui, certaines entreprises pourraient négocier des accords d'entreprise. Mais souvenez-vous d'abord que beaucoup de sociétés ont un quotidien économique, sanitaire, social, qui les contraint à faire face à beaucoup d'autres objectifs. Aujourd'hui, les revendications de beaucoup d'entreprises, c'est d'avoir un outil utile, facile, compréhensible, adapté à leur situation. Qui mieux que la branche peut, en 2021, leur proposer cet outil. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 20 accords de branche étendus sur l'activité partielle de longue durée. Et j'aimerais, parce que vous allez, j'espère, vous en saisir dans les prochaines semaines, si ce n'est déjà en cours, vous montrer l'opportunité pour les entreprises. D'abord, toutes les sociétés vont avoir et vont être impactées sur des mesures de restructuration. Il est beaucoup plus simple d'imposer au sein de l'entreprise un accord d'APLD que des mesures de licenciement économique ou qu'un APC. Le dialogue social en sera préservé, l'impact moral, surtout éprouvé au cours de l'année 2020, en sera rassuré. Le but de l'APLD, c'est d'assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises qui sont confrontées à une réduction d'activité durable, certes, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Alors, on a beaucoup adapté le dispositif. Le dispositif est assuré pour toutes les entreprises, tous les secteurs, et quel que soit l'effectif. Cet accord, on a besoin de la branche pour le faire. On a besoin de la branche parce que vos adhérents, mais pas que les entreprises, pourront, quand elles seront couvertes, et je peux vous assurer que, au travers de nos interventions, je vois que beaucoup d'entreprises sollicitent cette possibilité de bénéficier de l'APLD, pourront mettre en place l'APLD en leur sein, quel que soit l'effectif, en rédigeant simplement un document unilatéral qui va retranscrire au fond l'opérationnel de ce qui a été négocié par les partenaires sociaux. Ce document unilatéral, rapidement, va être déposé auprès de la Directe, et la Directe aura 21 jours pour l'homologuer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord de branche sur l'APLD? Premier point essentiel, c'est le préambule. Pendant les premières semaines, je ne vous cache pas qu'on a beaucoup évoqué avec les partenaires sociaux le contenu même du préambule. Il s'agit d'abord d'un diagnostic sur la situation économique, 1, les perspectives d'activité de la branche. Là, je peux vous assurer qu'il y a un consensus unanime sur la situation des secteurs d'activité en France.
Aujourd'hui, grâce à cette négociation, le diagnostic est forcément commun et forcément un diagnostic partagé. Ce diagnostic, qui est dans le préambule, c'est une clause obligatoire, va permettre aux entreprises de s'en saisir et de pouvoir au fond le rendre local, si je puis me permettre, en remplissant leurs documents d'homologation. Et surtout, il va permettre aux entreprises de prendre des engagements sur les licenciements, sur la formation, et les contrôles de la directe sur les engagements pris seront naturellement faits en fonction également du préambule. Est-ce que j'ai respecté le diagnostic? Est-ce que j'ai respecté les perspectives annoncées? Et au fond, si effectivement les diagnostics et les perspectives annoncées existent, pourquoi, en dépit de la PLD, vous avez mis en place éventuellement un licenciement économique? Donc l'entreprise, mais surtout la branche, va rédiger avec attention, au fond, ce préambule. Je sais que ce préambule nous a beaucoup occupé l'année dernière. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui effectivement représente un consensus en général partagé et quasi unanime avec les organisations syndicales salariées. Mais le contenu d'accord APLD, ce n'est pas que ça. C'est aussi d'autres clauses obligatoires. Et ces clauses sont d'abord quel est le périmètre d'application de la PLD. Dit comme ça, on se dit l'entreprise. Non, ça c'est par défaut l'entreprise, bien évidemment. Mais est-ce que les partenaires sociaux ne pourraient pas proposer de permettre à l'employeur, permettre à l'entreprise de ne pas imposer la PLD ou ne pas bénéficier de la PLD pour tout le périmètre de l'entreprise, mais choisir en fonction de sa situation économique, peut-être même en fonction de sa localisation. On sait qu'aujourd'hui, les conditions sanitaires vont impacter de façon différente selon la localisation de l'entreprise, un établissement, voire un service. Quel salarié? Ça, c'est un point fondamental d'ouvrir la possibilité au chef d'entreprise d'avoir un document clair, facile d'utilisation, mais qui permet aussi d'ouvrir la possibilité de ne pas étendre totalement la PLD à toute l'entreprise. N'oubliez pas que le périmètre de la PLD, c'est aussi le périmètre de l'engagement de l'entreprise sur le maintien dans l'emploi. Effectivement, si je me prends l'engagement de maintien dans l'emploi, si je ne précise pas et que je vise, imaginons, sur 5 services, 3 services uniquement bénéficiaires de la PLD, je ne dis rien, j'ai pris un engagement de maintien dans l'emploi pour toute l'entreprise. Ce qui n'est pas forcément indispensable pour la vie des entreprises et surtout pour ce qui est annoncé dans les prochains mois. Deuxième élément, et ça on le voit dans le cours des négociations au niveau des branches, je ne l'ai pas mis immédiatement parce qu'elle ne fait pas partie des clauses obligatoires, quel sera le niveau d'indemnisation? Ça, je vais en parler un peu par la suite, je vais les développer, mais sachez que les organisations salariées veulent bien évidemment aller souvent au-delà du minimum qui est prévu par la loi. Minimum, c'est en même temps ce qu'aujourd'hui on connaît au sein de la situation. Alors non, Camille, on peut revenir à peine en arrière, je développerai ce point juste là-dessus. Merci Camille. Aujourd'hui, sachez qu'un des points majeurs de négociation, c'est devenu bien évidemment l'indemnisation. Certains accords de branche, vous l'avez peut-être vu, lu, ont proposé des niveaux d'indemnisation proches de 100%, en fonction du niveau de rémunération des salariés. Toutes les entreprises ne sont pas d'accord là-dessus. C'est aussi un engagement des partenaires sociaux et peut-être un choix et de stratégie à mettre en place. La branche doit être aux côtés des entreprises et parfois certaines entreprises, à cause de cela, décident probablement de choisir un accord d'entreprise alors qu'elles ont besoin de cet outil indispensable, facile et opérationnel. Deuxième aspect, la réduction de l'horaire de travail. Ça, il y a eu plusieurs interprétations qui ne le méritaient pas en réalité. La réduction va s'apprécier pour chaque salarié concerné sur toute la durée d'application du dispositif. Elle est maximale à 40% de réduction d'activité. 40% d'inactivité, 60% d'activité. Elle peut être à 50% sur des circonstances exceptionnelles autorisées par l'administration. Mais si je reviens sur un consensus, c'est en général ce qu'on retrouve, c'est 60% d'activité, 40% d'inactivité. Cette réduction, elle n'est pas mensuelle. Elle est sur la durée de l'accord. La durée de l'accord, c'est jusqu'au 30 juin 2022.
On sait qu'on peut faire, par période de 6 mois, une durée maximale de 24 mois. Prenons des partenaires sociaux qui décident de faire un appel sur 12 mois. Eh bien, sur 12 mois, je pourrais avoir des périodes d'inactivité à 100%, donc période d'activité à 0%, des périodes d'activité à 100% et avoir une modulation mois par mois, par salarié, pour avoir au total, sur la durée totale de l'accord, 60% d'activité, 40% d'inactivité. Ça, c'est très très important. Troisième point, ou plutôt quatrième, parce qu'effectivement, il y a cet élément de négociation, d'indemnisation des salariés, c'est les engagements en matière d'emploi. N'oubliez pas que les engagements en matière de maintien de l'emploi, effectivement, c'est le corollaire de l'allocation améliorée du dispositif de droit commun qui va être accordé. J'ai un dispositif d'activité partielle de droit commun grâce à la branche, j'ai un dispositif d'activité partielle ultra amélioré. Ça, bien évidemment, j'ai un corollaire, c'est le maintien dans l'emploi. Dans l'emploi, je l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument que je vise quels sont les bénéficiaires de la PLD, que je fasse le distinguo, et ces bénéficiaires de la PLD, pour eux uniquement, je prends l'engagement d'un maintien de l'emploi. Mais certains partenaires sociaux peuvent souhaiter étendre l'accord de maintien de l'emploi en termes de solidarité, en termes peut-être aussi de survie de l'entreprise, d'avoir un engagement de maintien de l'emploi sur un périmètre plus large. Ça fait l'objet de négociations. Moi, je ne vous cache pas que, en ce moment, bien évidemment, l'accord partiel de longue durée, quand on fait un périmètre, quand on délimite le périmètre, eh bien, on le limite aux bénéficiaires de la PLD sur l'engagement de maintien de l'emploi. Autre obligation, parce qu'on espère, et forcément la reprise va revenir, profiter de ce temps d'inactivité pour former les salariés. Ça, c'est essentiel. Il a été reproché justement souvent par l'administration sociale de ce que les APLD étaient particulièrement pauvres en engagement en matière de formation. Aujourd'hui, il faut prendre le point et le pas sur les formations qu'on peut mettre en place. Il faut stimuler les entreprises pour montrer que la branche est ultra active sur la formation. C'était d'ailleurs déjà avant le Covid un des enjeux forts de la branche. Aujourd'hui, profitez de la PLD pour offrir toujours dans cette boîte à outils des engagements simples, opérationnels, compréhensibles pour l'entreprise et pour ses salariés. La richesse de demain, c'est les salariés aujourd'hui qui vont être mieux formés, qui vont profiter de ce temps. Et n'oubliez pas l'impact aussi des ressources humaines. En étant formé, j'ai toujours l'impression d'avoir avec mon entreprise. Autre clause obligatoire, bien évidemment, c'est les modalités d'information des organisations syndicales signataires représentatives. Je vais vite, parce qu'au fond, ça on le maîtrise. Enfin, la durée de l'accord. 24 mois consécutifs ou non sur la période de 36 mois. À cause des nouvelles périodes de confinement, de couvre-feu, le gouvernement a favorisé la neutralisation des périodes qui étaient liées au second confinement. Donc aujourd'hui, les entreprises qui ont pu bénéficier de la PLD ou celles qui, grâce à vous, vont pouvoir en bénéficier, savent déjà que le gouvernement est attentif à neutraliser des périodes de confinement sur la durée de l'accord et le bénéfice, naturellement, des allocations spécifiques. Camille, je crois que tu peux changer. Quelle est l'indemnisation de la PLD? La PLD, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'elle sort grâce à la branche de l'activité partielle de droit commun. Ça montre à quel point le droit social, la négociation collective au niveau de la branche va impacter et va, si vous me permettez, améliorer les conditions des entreprises face à ce qui est prévu au niveau légal. L'allocation de la PLD versée à l'employeur sera de 60% du salaire brut de référence dans la limite de 4,5 fois le SMIC. C'est aujourd'hui ce qu'il connaît. Il n'y aura pas de changement pour lui. C'est-à-dire que l'activité partielle de droit commun, vous savez comme moi qu'elle est annoncée comme se terminant ou étant particulièrement réductrice, et on va le voir après. Aujourd'hui, la PLD permet d'avoir un maintien des situations que l'on maîtrisait et que l'on connaissait avant. Vos entreprises, et pas seulement vos adhérents, n'auront pas d'impact significatif sur l'allocation qu'ils auront. Surtout, c'est un impact qu'ils maîtrisent puisqu'ils le vivent depuis plusieurs mois. 2,
l'impact versé aux salariés. Aujourd'hui, grâce à la PLD, on sait que les salariés bénéficieront de la même indemnité de la PLD, c'est-à-dire 70% de son salaire brut. 70% de son salaire brut, ça permet à peu près de maintenir effectivement le pouvoir d'achat des entreprises. Rien n'empêche à la branche, c'est ce que je vous disais, c'est un gros thème de négociation du niveau d'indemnisation, d'augmenter, d'aller un peu au-delà. Certaines branches se sont engagées, certaines sont allées en fonction des niveaux des rémunérations à près de 98%. J'ai vu que sur les derniers accords, on a négocié aux alentours de entre 70 et 75% du niveau d'indemnisation. La PLD, eh ben, c'est un revenu de remplacement. Assujetti à la CGCRDS, au taux classique de 6-7%, après un abattement de 1,75%. Mais ce qui est important, et c'est le slide suivant, j'aimerais vous faire une comparaison entre la PLD et l'activité classique de droit commun. Vous savez qu'aujourd'hui, la crise sanitaire s'est fortement accentuée. On ne sait pas s'il y aura un troisième confinement. Hier, dans les Échos, on sait qu'on nous a annoncé que le quoi qu'il en coûte de notre président ne serait pas forcément maintenu. Bref, il faut se saisir aujourd'hui de la PLD. La PLD de droit commun, effectivement, elle peut être mise en place de façon unilatérale. La PLD, chez vos entreprises, chez vos adhérents, eh ben, également, c'est une décision unilatérale, mais effectivement par un document unilatéral qui sera homologué par la directe. Quelle est la durée de l'activité partielle de droit commun? Aujourd'hui, c'est 12 mois, c'est annoncé en réduction significative. 3 mois renouvelables une fois. 6 mois, sans comparaison avec la PLD. La PLD, c'est 24 mois consécutifs. L'indemnisation du salarié va passer à 60% dans le cas de l'activité partielle de droit commun. Comment expliquer aux chefs d'entreprise qu'au niveau de la branche, on n'a pas souhaité anticiper ces revendications salariales? Parce que nul doute que les salariés vont être ultra stressés de voir leur pouvoir d'achat fortement dégradé, alors même que psychologiquement, on sait que l'année 2020 a été éprouvante. Grâce à vous, grâce à la branche, on maintient, pas forcément un niveau de maintien équivalent au 100%, mais au moins 70% du salaire brut. Contre où ça va devenir fondamental, c'est l'employeur. L'employeur à qui on annonce une allocation de 36%, si on ne fait rien, si on reste dans le droit commun, grâce à la branche, grâce à vos négociations, eh ben, on passera à 60%. Les secteurs protégés, on sait qu'ils ont été pris en compte pour l'activité partielle de droit commun, on sait que dans le cas d'activité partielle de longue durée, ils vont bénéficier des mesures favorables et que, par défaut, ils auront au moins droit, et on le voit aujourd'hui, au niveau d'activité partielle de droit commun. Bref, il est essentiel dans l'agenda social de 2021 de se saisir de cet accord, en réalité qui peut effectivement faire un peu peur sur la forme, sur le nombre de clauses, mais vous voyez, en réalité, le diagnostic, c'est quelque chose que l'on maîtrise, et surtout, c'est une situation pas comparée au niveau du secteur, mais surtout approuvée par l'ensemble des partenaires. L'impact sur les entreprises, l'impact sur les salariés va forcément être amélioré. Les points aujourd'hui des négociations qui sont fondamentaux, c'est le maintien de l'emploi, bien évidemment, et c'est surtout le niveau d'indemnisation. Soyez vigilants à ces attentes. Écoutez, maintenant, je vais passer, parce qu'on reste encore dans l'activité partielle, la parole à Emmanuel Andréo. Bonne journée et à très vite. Merci Mehdi. Bonjour à toutes et à tous. En effet, de façon logique et cohérente, je vais prendre le relais sur la problématique du maintien des garanties de protection sociale complémentaire, frais de santé, mais surtout prévoyance lourde, ce que l'on entend par incapacité, invalidité, décès, voire dépendance. Parce que cette problématique du maintien des garanties de protection sociale complémentaire a été un vrai serpent de mer durant toute l'année 2020. Ce qui est très curieux, puisque comme vous le savez, le dispositif de l'activité partielle n'est pas récent. Il a été mis en place à l'aune et au début des années 2010, mais curieusement, à part une lettre circulaire de la COS de 2011, il n'y avait aucun texte qui gérait précisément et dans le respect des problématiques du régime de faveur fiscale et sociale, cette articulation. Et donc, il a fallu pas moins de 3 textes, 2 légaux et une instruction interministérielle pour que, en 2020, ce schéma soit enfin corrigé
et fasse enfin l'objet d'une sécurité juridique pour tous les acteurs. Alors, les acteurs, ce sont évidemment les entreprises, mais également la branche, puisqu'il y a tout intérêt pour la branche à s'emparer de ce sujet, si ce n'est déjà fait, compte tenu des incidences qui peuvent exister. Alors, ces incidences, nous allons les examiner et nous allons dérouler ensemble quel est le dispositif légal. Le dispositif légal a eu pour objet de simplifier la vie des entreprises et de simplifier la vie des branches, le tout dans un cadre juridique sécurisé. Premier élément et rappel de la problématique, lorsque je suis en activité partielle, la difficulté est que le contrat de travail est suspendu. Du fait de cette suspension du contrat, juridiquement, l'employeur n'a pas à maintenir la rémunération, puisque le salarié ne fournit pas son travail pendant les heures chômées, et en substitution à ce dispositif de base, le Code du travail a mis en place une indemnité qui est versée par l'employeur au salarié, qui, comme vous le savez, est un montant de 70% de l'indemnité de congé payé. Et dans le cadre de versement de cette indemnité d'activité partielle, il y a également un régime social particulier qui est mis en place, puisque cette indemnité d'activité partielle n'est pas considérée comme du salaire, mais comme un revenu de remplacement, avec d'ailleurs des contributions sociales, CSG et CRDS, minorées. Le problème est qu'un grand nombre d'actes fondateurs, accords collectifs, décisions unilatérales, accords de branche et les contrats d'assurance y afférents, n'ont absolument pas prévu la mise en cotisation et la mise de calcul des prestations sur la base du régime des heures chômées de l'activité partielle. Un grand nombre d'accords, surtout en prévoyance lourde, se réfèrent à l'assiette des salaires telle que prise en compte par les cotisations sociales et les contributions sociales et absolument pas l'activité partielle. Et donc, on s'est retrouvé au cours de l'année de 2020 avec un vide juridique, si ce n'est la lettre circulaire de la cause que j'évoquais, et l'interrogation s'est posée sur le fait de savoir comment maintenir les régimes de protection sociale aux salariés pendant toute cette durée, alors même que les dispositifs légaux n'existaient pas encore, et surtout qu'il pouvait y avoir à la clé un redressement URSSAF. Les lois sont intervenues à deux niveaux. Un, pour mettre en place un principe de maintien de garantie, et deux, pour assurer également le financement de ces garanties et donc mettre en place une assiette de calcul. Alors voyons premièrement la problématique du maintien de certaines garanties. Quelles sont les garanties qui sont maintenues et à qui s'appliquent-elles? Très logiquement, cela s'applique à tous les salariés, quel que soit leur statut, qu'ils soient en activité partielle classique de droit commun ou en APLD, que Mehdi vient de vous exposer, et également à leur ayant droit. Et cela ne concerne, là aussi fort logiquement, que les seules heures chômées pendant la suspension du contrat. Lorsque le salarié est en activité partielle réduite, non pas totale, par exemple 20% d'activité partielle et 80% d'activité, le dispositif dont on parle ne concerne que les 20% d'heures chômées. Pendant les 80% d'heures travaillées, c'est le régime habituel de salaire qui s'applique. Une fois vus les bénéficiaires, voyons maintenant quelles sont les garanties. Alors, ce ne sont pas toutes les garanties qui sont prévues par la loi. Je mets de côté la problématique de la retraite supplémentaire puisqu'elle a été en effet exclue du dispositif. Il y aurait beaucoup à dire, mais ce n'est pas le sujet du jour. Ce qui nous concerne principalement, ce sont les frais de santé, ce qu'on appelle parfois la mutuelle de façon résumée, et la prévoyance dite lourde, incapacité, invalidité, décès, inaptitude, chômage et indemnité de fin de carrière. Donc ce dispositif légal s'applique de plein droit et il n'y a absolument pas besoin, ni pour les branches, ni pour les entreprises, de changer leur acte fondateur ou de modifier par un avenant leur contrat d'assurance. Une fois le principe du maintien de certaines garanties vues, voyons désormais comment s'applique la problématique du financement et des cotisations, puisque c'est surtout cette problématique-là qui s'est posée de façon saillante l'année dernière et qui est aujourd'hui réglée par les différents textes. Lorsque vous avez un acte fondateur ou un contrat d'assurance qui se réfère pour le financement à des cotisations patronales comme salariales, qui sont assises sur un pourcentage de l'assiette des cotisations sociales, nous avons vu que ce système ne peut pas s'appliquer pendant les heures chômées, pendant le régime d'activité partielle. Il aurait fallu
que toutes les branches pour les régimes de branches et toutes les entreprises pour les régimes d'entreprise, via un accord collectif référendaire ou une décision unilatérale, modifient leur acte fondateur et, avec leur assureur, concluent un avenant afin de tenir compte de ce nouveau système. Comme ce n'a pas été le cas et comme il y avait un risque également d'insécurité juridique vis-à-vis de l'URSSAF, le dispositif légal est très simple, c'est qu'il substitue de plein droit, sans aucun formalisme, donc aucune modification de l'acte fondateur de l'accord de branche, et sans aucune modification du contrat passé avec l'organisme assureur, l'assiette de calcul des cotisations. Et lorsque cette assiette de calcul est initialement basée sur un pourcentage de l'assiette des cotisations sociales, la loi substitue de plein droit une nouvelle assiette. Cette nouvelle assiette, c'est tout simplement l'indemnité légale d'activité partielle, en principe les 70% que j'ai évoqué tout à l'heure, avec les différentes modulations qui peuvent exister, de l'indemnité de congé payé. Ce mécanisme s'applique également si l'entreprise ou la branche a décidé de verser une indemnité d'activité partielle supérieure au minimum légal, par exemple le maintien à 100%, également cette substitution de plein droit a lieu sans aucun formalisme. Voilà de façon très synthétique mais fidèle le régime légal mis en place s'agissant de l'assiette minimale des cotisations. Pour la suite, s'agissant ensuite de la difficulté ou également de la problématique qui a pu se poser, non pas de l'assiette de cotisation, mais de la répartition. Pourquoi? Parce que certaines entreprises ou certaines branches ont pu avoir l'idée de dire que lorsque le salarié est en activité partielle, il subit une certaine perte de pouvoir d'achat, même si elle est limitée, mais en tout cas, elle existe, elle est certaine, en tout cas lorsqu'il n'y a pas un maintien à 100%. Et donc, certaines entreprises ou certaines branches ont aussi voulu souhaiter modifier la clé de répartition. Par exemple, au lieu de faire un financement 70% patronal et 30% salarial, on pouvait mettre en place, et on peut mettre en place pendant cette période, un financement 100% patronal, ou en tout cas avec une réduction de la cotisation salariale. Cette répartition plus favorable également à l'acte fondateur et au contrat d'assurance est ouverte par le dispositif légal. Et il est ouvert de façon très très simple, puisqu'il n'y a pas besoin là aussi de modifier le régime autre que l'accord de branche ou l'acte fondateur, et surtout, il n'y a absolument pas de remise en cause d'un point de vue fiscal et social du régime de faveur, puisqu'en effet, on peut considérer que les salariés qui sont en activité partielle ne constituent pas en soi une catégorie objective, et donc modifier pour cette catégorie de salariés en activité partielle la clé de répartition, voire même l'assiette de calcul, aurait enfin les dispositifs du Code de la sécurité sociale. Pour permettre également un plus large spectre et une meilleure prise en compte du dispositif par les acteurs de la place, que ce soit les branches ou les entreprises, la loi a prévu la possibilité de majorer l'assiette en calculant par exemple sur les 12 derniers mois le minimum du salaire moyen sans réviser l'acte fondateur à nouveau et sans réviser le contrat d'assurance, et a également prévu la possibilité de modifier la clé de répartition cotisation salariale d'un côté, cotisation patronale de l'autre, dans un sens plus favorable aux salariés, également sans formalisation. Alors attention, et ça sera le mot de l'affaire et ma conclusion, attention, ce régime est limité dans le temps. En effet, et vous pouvez passer à la slide suivante, Camille, en effet, son application a été strictement calibrée avec le début de la première période de confinement, mais surtout avec une fin au 30 juin 2021 en l'état des textes. Alors, sauf à ce que le régime légal change à nouveau, et compte tenu de la frénésie du législateur en ce moment, ce n'est absolument pas exclu, mais ayez quand même à l'esprit que, en l'état du dispositif actuel, ce régime de faveur prend fin au 30 juin. Mehdi vous a exposé tout à l'heure le régime de l'activité partielle longue durée. Ce régime d'activité partielle s'inscrit sur plusieurs années, bien au-delà du 30 juin 2021. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si les textes ne sont pas changés, il faudra que les branches se saisissent du sujet, et subsidiairement les entreprises, afin de réviser leur accord
est de réviser le contrat d'assurance passé avec l'organisme idoine, parce que à défaut de réviser ce système et de le modifier, puisque la loi aujourd'hui permet de l'éviter, mais à défaut de modifier ce régime d'acte fondateur, on retombera dans le droit commun. Les heures chômées et les salariés d'activité partielle ne constitueraient pas une catégorie objective. Et dans ce cas de figure, à compter du 1er juillet 2021, en l'absence de changement par les branches ou par défaut par les entreprises, il y aurait une remise en cause du régime social de faveur. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle, l'URSSAF pourrait réintégrer dans l'assiette des cotisations toutes les contributions patronales qui auraient été versées par les entreprises sur la base d'un régime légal qui aura pris fin au 30 juin 2021. Donc faites attention. À nouveau, il est fort à parier que le dispositif légal soit modifié d'ici le 30 juin, mais en l'état, ce sera peut-être un sujet à mettre sur la table des négociations d'ici la fin de ce premier semestre. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin de nos interventions respectives. Et je passe désormais la parole à Bruno Denkiewicz. Merci Emmanuel de toutes ces précisions, notamment dans la perspective du second semestre 2021, comme ça vient d'être dit. Le troisième sujet, c'est la question donc du rapport annuel. Rapport annuel donc de la fameuse CPPNI. Tout le monde est habitué à ceci, Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, dont le contenu, dont les missions ont été définies donc par le Code du travail, c'est-à-dire représenter la branche, c'est-à-dire également, et c'est indiqué après, représenter la branche, veiller aux conditions de travail, et dans les différentes missions donc de la CPPNI, on a la présentation d'un rapport annuel. Alors, d'ailleurs, vous remarquerez au passage que dans les différentes missions énumérées par le Code du travail, on n'a pas expressément mentionné, je dirais, l'attribution de négociation des accords, même si, bien entendu, d'autres articles du Code traitent de cette question. Alors, si on veut donc effectivement examiner le contenu donc de ce rapport, c'est ce qui est indiqué ici, et ce rapport donc porte notamment et en particulier sur 3 points: un bilan des accords d'entreprise sur le temps de travail, et nous verrons après qu'il doit comporter également d'autres indications. Le résumé qui vous est présenté ici confirme bien que on sait plus ce que ne doit pas être ce rapport plutôt que ce qu'il doit effectivement contenir. Je m'explique. On sait très bien que ce rapport n'a pas pour objet d'apprécier l'opportunité du contenu des accords. C'est-à-dire que, en particulier sur le terrain du temps de travail, la question de l'aménagement du temps de travail, notamment, fait partie de ce que, dans notre jargon, nous appelons le bloc 3, et à partir de là, l'aménagement du temps de travail peut relever d'accords d'entreprise qui pourront déroger aux accords de branche. Donc, la commission paritaire, lorsqu'elle est amenée à examiner son rapport sur les accords d'entreprise conclus en matière de temps de travail, elle n'est pas là pour apprécier l'opportunité du contenu. Elle n'est pas là non plus pour apprécier la validité de l'accord. Alors, l'affirmation peut nécessiter quelques nuances, mais nous ne sommes plus dans le système de validation des accords d'entreprise que nous avons pu connaître dans le passé, où, sans la validation de la branche, l'accord d'entreprise n'entrait pas en application. Tout ceci est terminé. Nous sommes sur un système de communication des accords d'entreprise portant sur le temps de travail, sur l'aménagement des horaires, sur le repos quotidien, comme cela vous est indiqué. Et il ne s'agit pas davantage,
avec la communication de ces accords, de poser des questions à la commission paritaire, les questions auxquelles la commission paritaire répondrait. Donc, ce qui veut dire que même si la commission paritaire est amenée à accuser réception de ces accords, on peut aussi rappeler que la non-communication à la commission paritaire n'est pas sanctionnée, c'est-à-dire la non-communication à la commission paritaire n'est pas une condition de validité de l'accord, et à partir de là, de la même façon, la CPPNI n'est pas sanctionnable s'il apparaissait qu'elle ne ferait pas, n'assurerait pas la présentation de ce rapport. Il faut, malgré tout, ces précisions étant apportées, comme on dit, il faut malgré tout que la délégation patronale se pose quelques questions et que, bien entendu, ces questions, elle les fasse partager aux organisations salariales en commission paritaire. Parce que quand il s'agit de présenter ce rapport annuel, on a légitimement quelques questions. C'est d'abord, finalement, comment construire ce rapport qui est destiné à mesurer l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés. Comment la commission paritaire peut-elle effectivement mesurer l'impact de l'accord sur les conditions de travail sans finalement connaître la réalité de l'entreprise et surtout sans connaître ce qu'il existait auparavant? A priori, la simple lecture de l'accord ne permet pas de répondre complètement à cette question de l'impact sur les conditions de travail. L'autre question, à laquelle la commission paritaire doit répondre, c'est ce qui apparaît sur le document qui vous est projeté, c'est peut-on effectivement avoir une position sur l'impact de ces accords sur la concurrence entre les entreprises? Là, la question est encore plus délicate. Comment moi, organisation patronale ou organisation salariale, siégeant dans une commission paritaire, je peux développer un discours sur la concurrence entre les entreprises apportée par ces accords? Alors, ça pose nécessairement la question, faut-il que, et on va rester s'il vous plaît sur les questions liées à l'accord sur le temps de travail, faut-il que la commission paritaire aille collecter des informations? Puisqu'on peut être assez convaincu que la seule lecture des accords reçus ne suffit pas. Mais, faut-il aller poser des questions? Ce n'est pas prévu par la réglementation. 2, à supposer qu'on envisage de poser des questions, quelles questions pouvons-nous poser? Surtout quand on aborde éventuellement les questions sur la concurrence entre les entreprises. Surtout si en plus, les entreprises ont adressé des accords qui comportaient certes des dispositions sur le temps de travail, mais qui comportent aussi éventuellement des dispositions en matière salariale, puisque, vous le savez bien, dans les entreprises, la négociation annuelle obligatoire nécessite de traiter à la fois le temps de travail et à la fois les salaires minimums. Donc, si on envisage d'aller poser des questions, quelles questions peut-on poser? Ou quelles questions devrait-on poser? Et à qui? À qui va-t-on poser ces questions? Aux entreprises adhérentes au syndicat patronal ou aux syndicats patronaux qui auraient envoyé des accords d'entreprise sur le temps de travail? Ou faut-il s'adresser à l'ensemble des entreprises adhérentes ou pas adhérentes qui ont pu envoyer des accords sur le temps de travail? Mais si la commission paritaire était amenée à poser des questions aux entreprises, ça veut dire qu'il faudrait que ce questionnement soit partagé paritairement. Partagé paritairement au niveau de la branche, mais aussi au niveau de l'entreprise, puisque c'est à la fois la direction et ce sont les représentants du personnel qui ont conclu ce texte, lesquels d'ailleurs peuvent ne pas nous répondre. Et vous le savez bien les uns et les autres, puisque vous siégez en commission paritaire, vous savez bien que le taux de retour des entreprises est très faible
par rapport au questionnaire que vous pouvez adresser. Donc, ce qui fait que, au regard de la réglementation, sur cette question du temps de travail, on est amené à devoir, au niveau de la commission paritaire, présenter un rapport dont le contenu est mal défini, avec des moyens qui ne sont pas prévus, et finalement, certains en arrivent à poser la question de l'utilité de ce rapport. Est-ce un énième rapport qu'on présente et qui viendra alourdir le rangement du secrétariat de la commission paritaire? Une fois qu'on a dit ceci, ce n'est pas malgré tout suffisant, parce que l'objectif du rapport, c'est d'identifier des difficultés qui pourraient être soulevées à la lecture de l'accord. Ce qui veut dire que la commission paritaire doit déjà apprécier l'identification de ces difficultés. Est-ce que ce sont des difficultés partagées paritairement au niveau de leur constat? Si on constate des difficultés, mais quelles sont les recommandations que la commission paritaire est-elle en mesure de faire? Alors, de se faire, et de faire à ceux qui ont signé. Mais dès lors que la commission paritaire enverrait ou envoie des recommandations aux entreprises concernées, est-ce qu'on n'est pas là en train, je dirais, d'alimenter éventuellement un différend, là où les parties internes à l'entreprise s'étaient mises d'accord? Et à ce moment-là, s'il y a un différend, il reviendrait au niveau de la branche devant la commission de conciliation, dont vous savez les uns et les autres aussi bien que nous, qu'elle ne se réunit que très exceptionnellement. Donc voilà en quelque sorte des questions qu'on peut légitimement se poser par rapport à ce rapport annuel, dans la mesure où il faut essayer, je dirais, de l'insérer dans ce que nous avons à faire au niveau d'une branche. Et dans les sujets que nous devons traiter au niveau de la commission paritaire, on sait qu'il y a, par exemple, la question des conditions de travail, qui doit faire l'objet d'une négociation de façon périodique. La lecture des accords d'entreprise peut alimenter la réflexion de la commission paritaire sur les sujets qui sont traités en entreprise. Sur les sujets qui sont traités en entreprise différemment de la façon dont ils sont traités au niveau de la branche. Ou alors sur les sujets qui sont traités au niveau des entreprises, alors même que la branche n'a pas pu les traiter. Par exemple, il y a des sujets au niveau de la branche qu'on peut avoir ici ou là des difficultés à traiter. Exemple, le forfait jour. Le forfait jour en particulier pour des salariés non cadres. C'est un sujet sur lequel les branches peuvent conclure ou peuvent ne pas parvenir à conclure. Les accords d'entreprise, bien entendu, peuvent prendre le relais, puisque on sait qu'en matière de temps de travail, on est sur le bloc 3, donc liberté aux entreprises de négocier des textes qui viennent déroger, ou bien sûr, quoi qu'il en soit, compléter les accords de branche. Donc, l'examen de ces accords présente un intérêt par rapport à finalement, ce qu'on doit aborder en termes de conditions de travail au niveau de la branche, et deux, pour essayer de faire avancer des sujets sur lesquels la commission paritaire peut connaître quelques blocages. Voilà en quelque sorte sur les questions de temps de travail ce qu'on peut dire, et bien entendu j'entends qu'il y a des questions qui peuvent se poser et nous les traiterons tout à l'heure à la fin de nos interventions. Les autres sujets qui doivent être abordés par ce rapport posent là aussi quelques questions préalables. Il y a, comme ça apparaît ici sur l'écran, le bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle. Le bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle, ça veut dire qu'il faut aller collecter des informations. Ces informations, vous allez vous les collecter notamment auprès des entreprises et en particulier auprès des entreprises adhérentes à votre structure syndicale. Au passage,
n'oublions pas que cette référence à l'égalité professionnelle est tout à fait importante et indispensable au niveau, par exemple, de la négociation et de la signature des accords sur les salaires minima. D'une part, parce que quand vous négociez les salaires minima au niveau de la branche, n'oubliez pas que vous devez présenter un rapport sur la situation économique de la branche et ce rapport comportant également des dispositions ou des indications sur la situation de l'emploi dans la branche. Donc, par le rapport sur la situation de la branche, vous devez logiquement traiter une comparaison de la situation entre les femmes et les hommes au niveau de la branche, ce qui permet effectivement d'alimenter l'information. Et la présentation de ce diagnostic sur la situation professionnelle entre les femmes et les hommes est importante parce que le ministère du Travail vérifie, lorsqu'il est saisi d'une demande d'extension de l'accord salaire, vérifie que la branche a négocié, a conclu, ou à tout le moins a des discussions en cours sur l'égalité professionnelle. Donc, quand vous concluez un accord sur les salaires minima, pour lequel vous allez demander l'extension au ministère, n'oubliez pas de faire référence à vos travaux sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cela nous amène aux questions qui apparaissent sur les écrans. Effectivement, quels sont les moyens que je suis prêt à mettre en œuvre pour obtenir des informations sur cette question. Dernier sujet qui apparaît maintenant sur l'écran, c'est un bilan de l'action de la branche pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Là, en la matière, je vais vous renvoyer la question dans la mesure où, au niveau des branches auxquelles nous participons auprès de vous, délégations patronales, mais y compris en participant à différentes commissions paritaires, le sujet du harcèlement sexuel et la prévention des agissements sexistes constituent des thèmes sur lesquels nous avons, il faut bien reconnaître, beaucoup de mal à avancer. C'est pour ça que je vous ai suggéré 2 questions. 1, quels seraient les outils de communication? 2, ne faut-il pas effectivement renvoyer aux outils qui peuvent être diffusés par le ministère sur ce point? En conclusion, et on l'a bien compris, avant de parler du fond, il faut commencer par parler de la méthode. Et là, il est effectivement important que la commission paritaire puisse discuter sur la façon dont elle va traiter les sujets. Puisque, vous le savez, à l'ordre du jour des commissions paritaires, on a des thèmes qui reviennent annuellement, comme les salaires minima, par exemple, et nécessairement, il y a ce qu'on vient de dire sur l'égalité. Il peut y avoir des sujets comme l'aménagement du temps de travail, qui reviendraient régulièrement, parce qu'on n'a pas forcément pu tout traiter au niveau de la branche, et de temps en temps, on aime bien revenir sur des questions qui sont restées en suspens. Et puis, il y a bien sûr les autres sujets qui doivent être abordés tous les 3 ans, tous les 5 ans, comme vous le savez. Donc, tout ceci nous renvoie à la méthode. Et parmi les questions de méthode, nous devons traiter notamment celle du calendrier. Combien de réunions dans l'année? Quels sont les sujets qu'on se propose de traiter dans l'année? Et précisément, en cette année 2021, il y a un sujet qui s'impose, qui est celui de l'épargne salariale, dont Hugues Lapalus va maintenant vous parler. Je vous remercie et à tout à l'heure pour vos questions. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Bruno pour cette intervention sur le rapport de branche portant notamment sur la négociation collective en matière de durée du travail dans les entreprises de la branche. Ce rapport finalement il illustre
un courant dans lequel on est engagé depuis longtemps s'agissant de la négociation collective, où on a de plus en plus déconcentré ou décentralisé la négociation collective au niveau de l'entreprise, et on pourrait dire au détriment de la branche, ce qu'illustre parfaitement les ordonnances Macron avec les fameux blocs 1, bloc 2, 3 de compétences. Donc, si on a tendance à prioriser la négociation collective d'entreprise, il reste encore des domaines, heureusement, où la branche est souveraine, le fameux bloc 1, mais aussi où la branche peut remplir un rôle de facilitateur à l'égard des entreprises qui appartiennent à la branche. Et l'épargne salariale en est un. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs fois au Club des branches que l'on vous parle du rôle de la branche dans l'épargne salariale et que l'on vous a rappelé les différentes obligations applicables en la matière au niveau des branches. Alors, on est typiquement dans un domaine où la branche va pouvoir rendre service aux entreprises. Comment? Eh bien, comme l'invite à le faire le législateur, en respectant ses obligations de négociation au niveau de la branche. Alors, je fais un petit résumé de ce qui existe en matière d'obligations de négociation des branches dans le domaine de l'épargne salariale. Il y a aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler une obligation pérenne, puisque en application des dispositions déjà anciennes du Code du travail, les branches ont normalement l'obligation de négocier tous les 5 ans sur la mise en place d'un ou plusieurs régimes d'épargne inter-entreprise ou d'épargne pour la retraite d'entreprise collectif inter-entreprise, lorsque il n'existe pas ce type de dispositif au niveau de la branche. Donc si vous n'avez pas déjà ce type de dispositif d'épargne salariale mis en place par accord de branche, vous avez normalement l'obligation de négocier sur ces thèmes-là. C'est une obligation de négocier comme tant d'autres, mais on verra après quel est l'intérêt pour la branche de rentrer au-delà de cette obligation, de mettre en place ce type de dispositif. Et puis vous avez ce que l'on pourrait, ou ce que j'appelle, une obligation ponctuelle. Cette obligation ponctuelle, elle a été mise en place par la loi Macron du 6 août 2015 qui oblige les branches à négocier un accord d'intéressement ou un accord de participation et à l'origine, une date limite avait été donnée aux branches et c'était le 31 décembre 2017. Ça n'a pas beaucoup fonctionné, raison pour laquelle la loi Pacte du 22 mai 2019 a maintenu cette obligation en y ajoutant l'obligation de négocier sur un dispositif d'épargne salariale, en reportant finalement la date initiale du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2020. Quelques branches se sont emparées de ce sujet et c'est vrai qu'on commençait de fleurir dans différentes branches des accords d'intéressement, des accords de participation et des dispositifs de plan d'épargne inter-entreprise au niveau des branches. Mais peu de branches se sont véritablement emparées du problème. Alors, il ne vous a pas échappé que la date du 31 décembre 2020 est déjà passée et que peut-être certains d'entre vous n'ont pas encore ouvert la négociation sur l'accord d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale de branche. Rassurez-vous, puisque le délai a été une nouvelle fois prolongé par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite la loi ASAP du 7 décembre 2020. Vous êtes sauvés puisque votre obligation de négocier est reportée jusqu'à la date du 31 décembre 2020. Donc, comme le disait Bruno tout à l'heure, eh bien, la négociation sur l'épargne salariale, doit nécessairement figurer à votre agenda social de branche. Alors, autant, je fais une petite précision, autant ce que j'appelle l'obligation pérenne n'est qu'une obligation de négocier, même si je n'aime pas utiliser ce terme parce que ça laisse penser qu'on peut se libérer de son obligation par un simple formalisme, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Autant l'obligation ponctuelle, elle, n'est pas tout à fait une obligation simplement de négocier. Pourquoi? Parce que la loi Pacte, comme la loi ASAP, on utilise des termes beaucoup plus coercitifs en évoquant que le dispositif doit être conclu avant le 31 décembre 2020, ce qui laisserait penser que
vous avez, vous les branches, une quasi-obligation de résultat. Alors soyons clairs, si vous n'avez pas conclu au 31, alors si vous n'avez pas négocié, vous avez le risque que n'importe quelle organisation syndicale vous contraigne à respecter votre obligation et donc à engager cette négociation. Si vous n'avez pas conclu, le risque est extrêmement limité. Pourquoi? Et c'est là le sens de la négociation de branche en matière d'épargne salariale. Pourquoi? Parce que aucune entreprise ne pourra finalement, en l'absence d'accord de branche, avoir le privilège, la possibilité ou la facilité d'appliquer directement l'accord de branche d'intéressement, de participation, d'épargne salariale que vous aurez négocié. Dit autrement, vous aurez privé l'entreprise de la facilité de mettre en place relativement simplement un dispositif d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale. Et c'est pour ça qu'on est, à mon sens, autant lorsque Bruno évoquait au travers du rapport de la branche sur la négociation d'entreprise en matière de durée du travail, qui est un mouvement ascendant, la négociation est entre les mains de l'entreprise et la branche est informée des négociations qui existent dans l'entreprise, autant nous sommes ici dans un mouvement descendant. Je crée une boîte à outils au niveau de la branche en matière d'intéressement, participation, épargne salariale. Je l'offre aux entreprises qui ont l'envie, la volonté de mettre en place ce type de dispositif en essayant, autant que faire se peut, de leur simplifier les formalités. Et ça aurait le mérite aussi qu'on puisse les enregistrer. Pardonnez-moi, je pense qu'il y a un micro ouvert. Merci. Alors, si on passe à la diapositive suivante, je souhaiterais que on évoque finalement l'intérêt du dispositif. L'intérêt du dispositif, autant la loi Macron et la loi Pacte avaient mis en place obligations dont on cernait assez difficilement les conditions dans lesquelles l'entreprise pouvait utiliser le dispositif mis en place au niveau de la branche. La loi ASAP a clairement clarifié les choses en définissant assez précisément les conditions dans lesquelles une entreprise va pouvoir appliquer un accord de branche d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale. Ces conditions, elles sont fonction de la taille de l'entreprise, mais quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a ce que j'appellerais des conditions communes. La première, c'est que si la branche arrive à négocier son accord d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale, ce dispositif ne sera applicable qu'après avoir fait l'objet d'un agrément par les services de l'autorité administrative. Alors si la loi ne précise pas quel service est concerné, il semblerait que ce soit la Direction générale du travail. La précision sera faite dans un décret à intervenir. Ce décret précisera également le délai donné à l'administration qui, après avoir reçu et pris connaissance de votre accord d'intéressement, participation, épargne salariale, pourra vous demander le retrait ou la modification de certaines dispositions de cet accord qu'elle jugerait comme étant contraires aux dispositions légales en ce domaine. Si, dans un délai donné, et a priori on peut imaginer que ce délai sera calé sur celui qui existe en matière de contrôle de l'administration sur les accords d'intéressement et de participation d'entreprise, eh bien si dans ce délai l'administration n'a pas formulé de demande, l'absence de demande vaudra agrément de l'accord de branche. Qu'est-ce que l'agrément de l'accord de branche? Ce sera en fait une présomption irréfragable de conformité des dispositions de l'accord aux règles légales, ce qui aura pour effet de sécuriser les entreprises vis-à-vis de l'URSSAF qui appliqueront directement le dispositif d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale qui sera mis en place. Parce que vous savez que en ce domaine, les sommes qui sont versées au titre de l'intéressement et de la participation sont exonérées de cotisations de sécurité sociale à condition que le dispositif lui-même soit conforme aux dispositions légales. Il y a eu pendant longtemps de gros contentieux au niveau des entreprises avec l'URSSAF parce que les accords étaient parfois pas tout à fait conformes aux dispositions légales. C'est la raison pour laquelle le législateur avait par le passé intégré un dispositif dans la loi de contrôle préalable des dispositifs d'accord d'intéressement et de participation mis en place au niveau des entreprises. Eh bien, on retrouve ce même dispositif au niveau de la branche par le biais de l'agrément que je viens d'évoquer. Agrément
égale sécurité. Deuxièmement, pour pouvoir appliquer l'accord de branche que vous négocierez, il y aura des conditions de forme à respecter. Ces conditions de forme à respecter, elles vont dépendre de l'effectif de l'entreprise. Si l'entreprise de la branche qui souhaite appliquer directement l'accord de branche que vous avez négocié emploie plus de 50 salariés, alors il lui appartiendra d'appliquer cet accord de branche en générant elle-même l'acte juridique propre aux accords d'intéressement. C'est-à-dire que sa décision d'appliquer devrait être consacrée soit par un accord collectif, soit par un accord conclu avec son CSE, soit par un accord ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. Et alors là, très honnêtement, pour les entreprises de 50 salariés et plus, l'intérêt de devoir appliquer l'accord de branche se trouve extrêmement limité, puisqu'à mon sens, l'intérêt pour la branche de négocier ce type de dispositif, c'est de pouvoir permettre à l'entreprise qui souhaite l'appliquer telle qu'elle de lui faciliter la démarche. Or, pour les entreprises de 50 salariés et plus, cette démarche n'est pas facilitée parce que si elle souhaite appliquer l'accord de branche, il va falloir elle-même qu'elle conclue un accord dans les conditions légales de l'accord d'intéressement pour pouvoir appliquer votre accord de branche. À cette occasion, ça veut dire qu'elle va devoir engager finalement une négociation. Et si elle engage une négociation, forcément, elle va engager une discussion sur les paramètres principaux des accords d'intéressement et de participation, que sont les modalités de calcul et les modalités de répartition. Donc, pour les entreprises de 50 salariés et plus, l'intérêt du dispositif est quand même assez limité. Par contre, pour les entreprises de moins de 50 salariés, ça a du sens. Ça a du sens parce que l'application du dispositif de branche va pouvoir se faire par une simple décision unilatérale de l'employeur à deux conditions. À condition que l'accord de branche soit bien rédigé. Première condition. Et là, donc, ça fait appel à la technique, évidemment, et à la technique et à la qualification des négociateurs au niveau de la branche qui ne devront bien évidemment pas oublier toutes les clauses obligatoires et tout ce que doit contenir l'accord pour que cet accord soit applicable directement ou par simple décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés. Cette application directe, donc, elle est subordonnée à une décision unilatérale de l'entreprise dans le cadre du dispositif des accords types. C'est ce que prévoit expressément maintenant la loi ASAP. Alors, sachez que vous allez pouvoir, au niveau de la branche, et c'est à mon avis extrêmement important, pouvoir prévoir des options. Par exemple, des options sur les formules de calcul d'un accord d'intéressement, par exemple des options sur les formules de calcul d'un accord de participation, et c'est ensuite l'entreprise qui, par sa décision unilatérale, décidera de l'option qu'elle appliquera en matière de calcul de la masse d'intéressement ou de participation ou en matière de modalité de répartition de l'intéressement ou de la participation. Sachez que, pour terminer, en ce qui concerne les conditions de mise en place dans les entreprises de moins de 50 salariés, si la mise en place du dispositif est subordonnée à une décision unilatérale de l'employeur, cette décision unilatérale de l'employeur doit être prise après information du CSE s'il existe, et consultation ou information, enfin, au cas d'espèce, ça sera information puisqu'on est dans les entreprises de moins de 50 salariés, et également information du personnel sur le contenu et le dispositif que l'entreprise envisage de mettre en place de manière unilatérale. J'en viens plus spécifiquement maintenant aux dispositifs qui peuvent être négociés. Si je prends l'intéressement et que vous choisissez de mettre en place un accord d'intéressement de branche, évidemment que votre accord d'intéressement de branche devra comporter toutes les clauses obligatoires en matière d'accord d'intéressement. Elles sont listées à l'écran, je ne vais pas les détailler, sauf une, les modalités d'intéressement qui sont retenues. Alors, les modalités d'intéressement qui sont retenues, deux choses. Il faut évidemment que la formule de calcul que vous déciderez, ou les formules de calcul que vous déciderez au niveau de la branche, reflètent les résultats ou les performances de l'entreprise et qu'en d'autres termes, elles soient aléatoires. C'est indispensable puisque c'est le critère essentiel de l'intéressement. Ça peut être, à titre d'exemple,
3% du résultat courant avant impôt, 1% du résultat courant avant impôt, X% du résultat d'exploitation, etc., etc. C'est lié aux performances de l'entreprise ou aux résultats de l'entreprise, c'est évidemment essentiel. Mais il y a aussi la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Et paradoxalement, cette disposition n'existe pas dans le texte qui régit l'accord d'intéressement négocié au niveau de l'entreprise. Ce serait la possibilité pour la branche d'intégrer dans la formule de calcul de l'intéressement des critères qui seraient liés aux performances relevant de la responsabilité sociale de l'entreprise. Alors, les critères de performance relevant de la responsabilité sociale de l'entreprise, ils ont été définis par un décret du 26 août 2019, qu'on pourra vous communiquer en parallèle, et qui ne sont pas inintéressants, et qui peuvent aussi être un moyen d'identification de la branche. Dans ces critères de responsabilité sociale de l'entreprise, vous avez notamment des critères liés aux engagements que prennent les entreprises en matière de changement climatique, et notamment en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on pourrait imaginer qu'on définisse un critère de performance lié à la réduction de l'émission des gaz à effet de serre au niveau de l'entreprise. On a aussi des dispositions propres à l'économie circulaire, et notamment la mesure du recyclage ou de la réutilisation des déchets. On a aussi, par exemple, comme critère de responsabilité sociale de l'entreprise, la certification environnementale de l'entreprise. On pourrait donc, par exemple, majorer ou minorer la masse d'intéressement ou la formule de calcul qui est retenue au niveau de la branche par le recours aux critères de certification environnementale. On pourrait aussi intégrer des critères qui ont trait à l'égalité de traitement et, par exemple, les conditions dans lesquelles l'entreprise va améliorer l'emploi des handicapés. C'est un des critères qui est retenu dans le décret du 26 août 2019. Il y a, à mon sens, ici, la possibilité pour la branche d'imaginer un étendard, entre guillemets, une identification forte de ces entreprises par la référence dans un accord d'intéressement à la performance relevant de la responsabilité sociale de l'entreprise. Étant précisé, bien sûr, que vous pourrez, comme je l'indiquais tout à l'heure dans le cadre de l'accord à option, définir plusieurs modalités de calcul de l'intéressement. Certaines qui pourraient prendre en compte ces critères de performance, d'autres qui ne les prendraient pas en compte. Le deuxième élément important au niveau de la négociation de l'accord d'intéressement, c'est les modalités de répartition de la masse d'intéressement. Alors les modalités de répartition de la masse d'intéressement, elles sont, c'est sur la diapositive d'avant, mais finalement ce sont les mêmes qu'en matière de participation, donc vous les retrouvez à l'identique. C'est à la branche de définir ces modalités de répartition qui peuvent être, je le rappelle, uniformes, proportionnelles à la durée de présence, proportionnelles au salaire, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. Donc là encore, la branche, dans la rédaction de son accord d'intéressement, mais c'est tout aussi vrai pour l'accord de participation, devra, à mon sens, permettre plusieurs options. Pourquoi pas les 4? Pourquoi pas les 4 options à charge pour l'entreprise de décider, lorsqu'elle a moins de 50 salariés, par sa décision unilatérale, de la modalité qu'elle retiendra pour son propre accord d'intéressement. Si j'évoque maintenant la participation, ce sera extrêmement bref, puisque en matière de participation, vous allez retrouver à peu près les mêmes clauses obligatoires que celles qui existent en matière d'intéressement, à la nuance que la formule de calcul, elle est prévue par la loi. Vous avez à l'écran les modalités de calcul d'une réserve spéciale de participation. Vous pouvez bien sûr imaginer un dispositif amélioré ou une autre formule de calcul, pourvu que, en tout état de cause, cette formule de calcul dérogatoire assure une masse de participation au moins égale à celle qui résulterait de l'application de la formule légale. Et je crois très sincèrement que sur la participation, l'enjeu est beaucoup plus limité de la formule de calcul et que l'idée de reprendre la formule de calcul légale est évidemment beaucoup plus simple. Les modalités de répartition sont les mêmes qu'au niveau de l'accord d'intéressement. J'en viens maintenant au dernier dispositif, qui est l'épargne salariale à proprement parler, c'est-à-dire la possibilité de mettre au niveau de la branche des plans épargne entreprise, inter-entreprise ou des plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs inter-entreprise.
Et là, c'est l'idée, là aussi, de faciliter l'accès des entreprises à des dispositifs d'épargne salariale gérés par des établissements habilités. C'est un phénomène de mutualisation, donc de réduction des coûts. Ça a évidemment du sens au niveau de la branche de mettre en place ce type de dispositif d'épargne, surtout si la branche les associe à un accord de participation et à un accord d'intéressement. Donc voilà, c'est là aussi un peu un serpent de mer, comme l'évoquait Emmanuel Andréau à propos de la protection sociale complémentaire tout à l'heure et la PLD. Ça fait longtemps que l'obligation de négocier existe. Peu de branches se sont encore emparées du sujet. Votre date limite a été reportée jusqu'au 31 décembre 2021. Il vous reste encore quelques mois pour prendre à bras le corps ce sujet et essayer de mettre en place ces dispositifs. Encore une fois, c'est un service que vous rendez à vos entreprises et particulièrement aux entreprises de moins de 50 salariés en leur facilitant et sécurisant la vie dans l'idée que ces entreprises seraient prêtes à mettre en place au bénéfice de leurs salariés des dispositifs d'épargne salariale. J'en ai terminé. Je passe maintenant la parole à Mélanie Soutreau qui va vous évoquer l'actualité jurisprudentielle des branches au travers de 2 ou 3 arrêts qui vous concernent spécifiquement. Merci à tous. Merci beaucoup Hugues, merci à toutes et à tous pour cette première partie. Je termine rapidement pour laisser la place aux questions qui n'ont pas manqué de jaillir et que je reprendrai dans l'ordre, pour évoquer avec vous 2 décisions que vous avez probablement pu voir passer et qui méritent quelques explications, ou en tout cas quelques mots d'interprétation, qui traitent d'une part de la valeur de l'interprétation donnée par une commission paritaire conventionnelle sur la base d'un texte d'une convention collective, et ensuite nous dirons quelques mots de la QPC du 30 avril 2020 concernant la condition de transparence financière des organisations syndicales en lien avec la thématique de l'évaluation de la représentativité évoquée par François. Il nous a semblé que ces 2 décisions pouvaient ce matin être évoquées, que vous retrouvez dans le support. Alors, première décision, c'est celle de la Cour de cassation du 27 mai 2020 qui portait sur l'interprétation d'une grille de classification conventionnelle. Une salariée s'interrogeait et interrogeait le conseil de prud'homme sur les conditions de son évolution sur la grille de classification. Un avis d'interprétation avait été donné par la commission paritaire conventionnelle et la question était de savoir de quelle manière est-ce que cet avis liait le juge prud'homal. Dans cette décision du 27 mai 2020, il est rappelé, mais ce n'est pas la première fois, que l'interprétation donnée par la commission paritaire n'a pas de portée obligatoire pour le juge, sauf à ce que la commission paritaire d'interprétation en donne la valeur d'avenant. Ce sont des positions qui ont déjà été prises par la Cour de cassation, notamment en 2006. En 2009, les références des arrêts sont rappelées sur le slide que vous voyez. Pour autant, finalement, ce débat est balayé par la Cour de cassation qui permet au juge prud'homal de faire sienne l'interprétation de la commission. Donc, quand bien même l'interprétation donnée par la commission n'aurait pas à son égard directement une valeur obligatoire, il lui suffit de faire sienne cette interprétation et de trancher dans le sens que la commission donne. Donc, cet arrêt ici est contextuel à une grille de classification, mais peut bien entendu porter sur tout thème, comme la rémunération, les congés. Il n'y a pas de limitation sur les thèmes qui seraient évoqués par la commission paritaire d'interprétation. C'est la première décision que je vous soumets, que vous avez peut-être vu passer, mais qui peut servir dans la rédaction des avis rédigés par les commissions paritaires d'interprétation. Deuxième décision que je soumets à votre regard, c'est l'AQPC que vous avez évidemment également vu passer du 30 avril 2020, s'agissant du critère de transparence financière des organisations syndicales. Alors, cette décision n'est pas isolée, puisque le Conseil constitutionnel avait déjà pris position en 2010, au mois de novembre 2010, pour déclarer conforme à la Constitution les dispositions de l'article L 2121-1 du Code du travail, qui liste les critères permettant d'apprécier la représentativité des organisations syndicales. Et la Cour de cassation, en 2017, avait, quant à elle, posé le principe que pour l'exercice des prérogatives dans l'entreprise, tout syndicat, qu'il soit représentatif ou non, doit satisfaire aux critères de transparence financière. Donc cette question prioritaire portait sur la conformité
à la constitution de ce texte dans sa rédaction issue de la loi de 2008. Et les dispositions ici précisément contestées étaient celles qui imposaient à tout syndicat, qu'il soit représentatif ou non, de satisfaire aux critères de transparence financière pour exercer des prérogatives dans l'entreprise. Et la décision valide finalement la conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel relève qu'en imposant l'obligation de transparence financière, eh bien, le législateur a entendu permettre aux salariés de s'assurer de l'indépendance, notamment financière, des organisations susceptibles de porter leur intérêt, ce que le syndicat peut faire en produisant des documents comptables ou tout autre document de portée équivalente. Nous avons inséré dans les 2 slides restants les attendus principaux vous permettant de les retrouver. Si vous avez d'autres questions sur ces décisions, nous pourrons bien entendu y répondre. Je ne vais pas retenir excessivement l'attention en cette fin de séance puisque nous avons un certain nombre de questions auxquelles mes associés vont pouvoir répondre les uns après les autres. Je vous propose de les prendre dans l'ordre et de redonner la parole tout de suite à François, qui est intervenu en premier. François, je te laisse à nouveau la parole sur la première question qui est posée par l'un de nos participants qui s'interroge sur le point de savoir si, dans la mesure où aucune cotisation n'est appelée, cela pose-t-il problème dans cette phase d'évaluation de la représentativité qui arrive. Je te passe la parole tout de suite, François. Oui, merci Mélanie. Effectivement, pour répondre à cette question, l'absence d'appel de cotisation pose effectivement difficulté, puisqu'en l'absence d'appel, il n'y aura pas versement de cotisation. Or, c'est une des conditions pour qu'une entreprise adhérente puisse être considérée pour la mesure de la représentativité. Donc, le paiement de la cotisation suppose un appel et donc il conviendra de pouvoir en justifier. Merci beaucoup François. Je redonne maintenant la parole à Mehdi sur la PLD avec une première question que je lis. Dans le cadre de la PLD, comment s'apprécie la notion de réduction maximale d'activité de 40% sur la base de la durée légale pour les salariés à temps partiel, 40% du temps de travail des salariés embauchés à 15 heures par exemple, soit une possibilité pour ce salarié de descendre à une durée de travail de 9 heures en moyenne sur la période. Mehdi, je te laisse reprendre la parole. Merci Emmanuel. Merci Mélanie, pardon. Rapidement, pour les temps partiels, le principe, c'est qu'on proratise. Alors, c'est le principe et ça paraît mettre la cohérence. 40%, je devrais partir sur 40% de la durée du temps partiel et j'appliquerai effectivement cette réduction correspondant à la durée du temps partiel. La difficulté, c'est que le QR du ministère du Travail est très ambigu. Eux nous disent, à défaut de proratisation prévue dans l'accord, eh bien, on applique 40% de la durée légale. Dans votre cas, je vois que vous proposiez 15 heures. 40% de la durée légale, je crois que ça fait 14 heures. Ça fait qu'on pourrait descendre à 1 heure d'activité. Ça n'a pas de sens, à mon avis. Et d'ailleurs, puisque ce sera un accord de branche, dans le cadre de la négociation, la proratisation semble la plus cohérente et la plus évidente. Voilà. Merci Mehdi. Une seconde question. Sais-tu comment envisager l'intégration de certaines formes particulières d'emploi, type CDD d'usage ou intérim? Normalement, elles ne sont pas modifiées à défaut de précision dans le décret et dans des textes et dans le QR. Je dirais que ces formes d'emploi sont visées comme l'activité partielle de droit commun, classique. Donc, les CDD d'usage, ils y auront droit. Et l'intérim, on sait que les entreprises intérimaires peuvent imposer l'activité partielle si effectivement les intérimaires ont été placés dans une société qui, elle-même, sont une activité partielle. Voilà. Merci beaucoup, Mehdi. Je reviens à toi, Emmanuel, pour 2 questions. La première, concernant le régime de contribution santé-prévoyance sur les indemnités d'AP et d'APLD, la question de la date de fin du dispositif légal au 30 juin 2021 pose question, en particulier pour l'APLD, étant donné qu'on sait dès à présent que cette mesure s'inscrit dans le temps. Accord ou DUE 30 juin
2022. Aucune annonce n'a été faite sur ce point. C'est une question, car il peut ne pas toujours être simple d'aborder cette question au sein de la branche dans les négociations. Une autre question liée, lorsque l'accord de branche d'APLD prévoit le maintien des contributions et garanties de prévoyance, si la loi ne cadre plus cette possibilité au 1er juillet 2021, une modification de l'accord de branche de prévoyance et des contrats d'assurance sera-t-elle indispensable pour garantir du risque de redressement de charges, même si l'APLD est un dispositif temporaire? Merci à toi, Emmanuel. Merci Mélanie. Je reprends ces deux questions. Alors, sur la première, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'annonce par rapport à la date butoir du 30 juin 2021. Et donc, nous sommes en état, en effet, sur un régime temporaire, peut-être transitoire s'il devait être pérennisé. Mais en état, il n'y a pas de modification annoncée. Alors, c'est un pari que de penser que le législateur s'emparera d'ici la fin du mois de juin de ce texte pour le modifier, comme il l'a fait jusqu'à présent. Mais il n'y a pas eu d'annonce gouvernementale. Je pense que vous voyez, le pouvoir public et le gouvernement agit et réagit au fur et à mesure, donc chaque chose en ce temps. Mais cela nécessite néanmoins que ce point soit de vigilance, parce qu'il n'est pas garanti que ce dispositif soit prorogé. Alors, quand on est en matière d'APLD, pour répondre à la deuxième question, il me semble, c'est vrai que ça ne fait pas partie des thèmes obligatoires, mais des thèmes de négociation qui ont pu être présentés, mais il me semble qu'au niveau de la branche, pour négocier valablement et élargir le champ de la négociation à un tel dispositif, il faut que les opérateurs de la branche se posent la question justement du régime de protection sociale complémentaire. Puisque l'on sait en effet que l'APLD est un dispositif de longue durée, et que nécessairement, par rapport à cette date butoir du 30 juin, un point d'interrogation se pose aujourd'hui ou se posera demain à partir du 1er juillet. Donc, premier élément de réponse, pour les branches qui auront vocation ou qui s'empareraient du sujet dans les mois à venir de l'APLD, pensez à mettre sur la table de négociation la problématique du sort des garanties de protection sociale complémentaire pendant le cours de ce dispositif. Je pense que c'est un sérieux avis et recommandations que vous ferez à vos adhérents en prévoyant ce dispositif et en facilitant la tâche. Pour celles qui ne l'ont pas fait par le passé, pour les quelques accords qui existent, il faut être très clair, c'est qu'en l'absence de dispositif légal prorogeant d'ici le 30 juin 2021 le dispositif, il y aura bel et bien lieu pour les quelques accords de branche qui sont déjà intervenus en la matière, à mon sens, de reprendre ce point afin de l'amender. Alors quand je dis reprendre ce point, c'est pas reprendre ce point en tant que révision de l'accord de branche d'APLD, mais c'est reprendre ce point soit pour réviser l'accord de branche spécifique en matière de protection sociale complémentaire, soit pour en faire un accord ad hoc qui aurait pour objet spécifique ce dispositif, à défaut de quoi, en l'état à nouveau actuel des textes, au 1er juillet 2021, il y aura un risque que les contributions patronales des entreprises liées à la mise en œuvre de l'APLD soient intégrées dans l'assiette de cotisation de sécurité sociale. Raisonnablement, on peut prendre la pensée que le gouvernement ne va pas accabler les entreprises dans ce sens et que les organisations professionnelles de branche que vous représentez seront rappelés aux législateurs ou plutôt au pouvoir exécutif que ce sujet est à corriger, est à amender, de sorte que, à mon sens, lorsque l'on se reverra pour une prochaine session, on pourra estimer ou rappeler que le dispositif aura été prorogé. Et j'en viens à la deuxième question qui m'a été posée, que je garde le fil, Mélanie, qui concerne une toute autre problématique, qui est, je cite, la lecture du décret du 8 janvier 2021 sur les arrêts Covid, quelle articulation avec les dispositions conventionnelles maladie, et il y a un lien avec le site du ministère. À la lecture du site de travail, on a l'impression que la convention collective peut être modifiée par décret, ce qui serait une première. Alors ça, c'est une question récurrente qui s'est posée d'ores et déjà depuis maintenant une bonne année, avec le dispositif qui a été mis en œuvre dans le cadre du premier confinement et les arrêts dérogatoires.
quelques lectures ou quelques décryptages, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'interprétation avérée, ni de jurisprudence rendue en ce sens, mais voilà la lecture du cabinet. Tout dépend de la façon dont l'accord de branche est rédigé en la matière. De deux choses l'une. Soit l'accord de branche qui prévoit un dispositif plus favorable que la loi, que l'article 1926-4 du Code du travail, 3, renvoie tout simplement au dispositif légal et met en place une indemnisation complémentaire qui soit plus favorable. Et dans ce cas, la modification du dispositif légal impose et conduit à ce que le régime de branche suive le même sort, sans modification, c'est-à-dire que le régime plus favorable prévu au niveau de la branche devra suivre les modifications législatives, soit, et c'est souvent le cas, le dispositif conventionnel de branche a utilisé des termes, des expressions bien précises qui ciblent tel cas de figure. Par exemple, la suspension du contrat de travail, par exemple, l'arrêt de travail pour maladie et autres. Et dans ce cas, le dispositif dérogatoire Covid, qui a été encore aménagé récemment depuis le début de l'année, n'a pas vocation à entraîner l'application du dispositif de branche plus favorable, dans la mesure où l'accord de branche n'a pas prévu dans son champ d'application la mise en œuvre du dispositif Covid, ou dit autrement, vise des situations bien précises que les arrêts Covid ne prévoient pas eux-mêmes. Donc, il y a à chaque fois, d'ailleurs, c'est ce que dit le site, à mon sens, il ne dit pas plus que cela, il dit à chaque fois le site, il faut se référer aux conventions et aux stipulations des accords de branche pour voir ce qu'il en est. C'est sûr qu'en prenant cette position, le site ne prend pas de risque. La lecture à chaque fois, au cas par cas du dispositif, nous enseigne ce qu'il en est. Par exemple, au niveau du cabinet, nous avons à intervenir sur un certain nombre de conventions de branche, parmi d'autres le commerce à prédominance alimentaire, et sa rédaction telle qu'elle est stipulée permet raisonnablement d'en faire une lecture et une interprétation, c'est de dire qu'à partir du moment où cet accord de branche, comme d'autres, vise certains cas de figure qui entraînent l'application du dispositif conventionnel plus favorable, dans la mesure où les arrêts Covid n'entrent pas dans le champ et n'entrent pas dans les prévisions de ce texte, eh bien, le dispositif conventionnel, dans ce cas de figure, ne s'appliquerait pas. Voilà les quelques observations rapides que je pouvais, au nom du cabinet et avec mes autres associés, puisque j'avais eu l'occasion à multiples reprises d'en parler et de prendre une position, et que je pouvais vous répondre. Mélanie, je te laisse reprendre la parole. Merci beaucoup Emmanuel pour ces éléments précieux. Bruno, je vous laisse répondre aux deux questions qui concernent davantage votre thème et nous rassurer sur la sanction éventuelle en cas d'absence de rapport de la CPPNI. Oui, eh bien, écoutez, effectivement, merci donc à nos interlocuteurs pour ces deux questions qui permettent effectivement d'apporter quelques précisions. D'une part, il n'est pas prévu de sanctions spécifiques pour l'absence de présentation de ce rapport en commission paritaire. Il n'est pas prévu de sanctions et on sait que la CPPNI n'a pas la personnalité juridique ou morale qui lui permettrait d'être poursuivie. Il n'y a pas de sanctions expressément prévues. Ceci étant, n'oublions pas qu'une une CPPNI, ce sont des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, et qu'il suffit qu'une organisation syndicale demande à ce que la question soit mise à l'ordre du jour pour qu'elle doive l'être. N'oublions pas non plus que la DGT assure un suivi, voire une surveillance des travaux paritaires, alors encore plus forte bien entendu quand le ministère du Travail préside une commission mixte paritaire, mais même s'il n'y a pas de représentant du ministère en commission paritaire, il n'en reste pas moins que une petite mise en demeure de la DGT et du service convention collective suffirait. Ça c'est pour la première question. La deuxième question, merci de l'avoir posée parce que j'ai oublié de vous le dire, ou j'ai oublié de le redire, le rapport présenté par la commission paritaire
doit être transmis à la base de données tenue au niveau du ministère du Travail, là où les entreprises doivent déposer leurs accords d'entreprise. Donc, ce rapport sera communiqué, il doit être communiqué sur le site du ministère, sur cette base de données. Voilà, terminé pour moi pour ces deux questions, Mélanie. Merci beaucoup, Bruno. La dernière question concerne Hugues et l'épargne salariale. L'absence de décret d'application de la loi ASAP ne reporte nullement. Tu as répondu par écrit, excuse-moi. J'étais restée sur les questions. L'attente de publication du décret suspend-il l'application de la loi ASAP et l'obligation de négocier? Tu as répondu que ça ne reporte pas l'obligation de négocier. Exactement. Il faut bien voir que la loi ASAP a deux dispositions finalement sur le dispositif épargne salariale de branche. La première disposition, c'est de reporter au 31 décembre 2021 l'obligation de négocier, alors qu'antérieurement, avec la loi Pacte, la date limite était le 31 décembre 2020. Donc ça veut dire que l'obligation de négocier, elle existe depuis longtemps. On a simplement dit aux retardataires, on laisse un délai supplémentaire. La deuxième disposition de la loi ASAP, c'est de dire s'il y a un accord de branche, si les entreprises veulent l'appliquer, voilà les conditions dans lesquelles cette application est possible. Donc l'absence du décret, en fait, pose la problématique des conditions d'application directes par les entreprises, mais n'a aucune incidence sur l'obligation de la branche de négocier ces dispositifs au plus tard le 31 décembre 2021. Voilà. Mélanie? Oui, très bien, merci beaucoup. Peut-être, s'il y a plus de questions. Peut-être d'autres questions qui concerneraient nos sujets de la matinée. Alors, pour répondre à une des remarques en marge, nous avons pris note, bien entendu, de l'ensemble de vos questions. Reporterons les réponses qui sont apportées à l'issue du support, ce qui vous permettra, puisque le support vous sera adressé, d'en disposer. Pas d'autres questions? Une question en marge. Pourriez-vous redonner l'adresse du dépôt de ces rapports PPNI? Je donnerai l'adresse exacte en envoyant le lien avec donc intégration des réponses qu'on vient de faire. Et donc le lien à utiliser figurera. Mais c'est effectivement au niveau du ministère du Travail. Très bien. Merci Bruno. Avant de vous donner le mot de la fin, Bruno, je vous remercie à tous. Je rappelle que cette session a été enregistrée et que vous pourrez la visualiser en replay. Et Bruno, je vous redonne la parole. Merci Mélanie. Donc effectivement, au nom du cabinet, eh bien je vais et de toutes celles et tous ceux qui ont préparé et participé à cette manifestation, nous allons vous remercier. Vous étiez particulièrement nombreux et nombreux donc à avoir répondu à l'invitation. Nous avons prévu d'organiser plusieurs manifestations dans l'année. Alors ces manifestations, dans l'immédiat, bien entendu, ne peuvent se concevoir qu'en visio et on espère pouvoir, le moment venu, organiser une réunion en présentiel comme nous l'avions imaginé l'année dernière au mois de mars quand on s'est provisoirement quitté à cause de Covid, puisque fin mars dernier, nous avions programmé une réunion avec Monsieur Ramin, qui à l'époque était disons le rapporteur que vous connaissez. Vous connaissez et vous savez ce qui est devenu ce rapport. Vous savez ce qui est aussi devenu Monsieur Ramin. Et donc, nous ne désespérons pas de faire en sorte d'obtenir une date de disponibilité de sa part. C'est ce à quoi nous nous employons actuellement. Deuxièmement, nous avons donc en tête quelques thèmes que nous vous soumettrons. Et donc ça, c'est pour les manifestations donc en visio ou en présentiel.
En attendant la prochaine manifestation, et entre deux manifestations, nous avons prévu donc de vous diffuser quelques informations. C'est ce que nous avons commencé à faire l'autre jour pour toutes celles et tous ceux qui sont inscrits. Si parmi nos participants, certaines ou certains n'auraient pas reçu la lettre du département branche que nous avons adressée, vous pouvez vous signaler sur l'adresse que vous avez utilisée pour vous inscrire à la manifestation de ce matin, et notre service communication représenté par Camille et Alicia se fera un plaisir de vous l'adresser. Donc voilà en quelque sorte ce que nous voulions vous dire. D'abord, un grand merci de votre fidélité, et vous étiez nombreux. Deuxièmement, on reste en contact avec cette lettre d'information dont je parlais, dont le contenu, dans la publicité et le contenu seront bien entendu fonction de l'actualité. Troisièmement, dès qu'on est en mesure de réorganiser une manifestation, on vous fait signe. Quatrièmement, sur l'adresse que vous connaissez et que vous avez utilisée, n'hésitez pas à nous manifester, je dirais, vos préoccupations, vos suggestions. Vous avez déjà commencé à le faire donc sur le chat, et tout le monde peut en prendre connaissance. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes à votre disposition pour donc la suite. À très bientôt, bonne fin de journée, merci encore. Et donc nous allons interrompre l'enregistrement qui était en cours, et donc notre service communication va ensuite vous adresser les supports qui ont été utilisés. Je vois plein de remerciements, c'est très aimable. Bonne journée à toutes et au plaisir.